Bienvenue à tous pour ce webinaire pour la présentation du guide outils gestionnaire sur la vie du projet, les leviers en matière de santé, qui est désormais disponible sur notre site internet. Je vous transmettrai le lien avec les supports à la suite de ce webinaire. Juste avant de commencer, pensez à renommer votre profil avec prénom, nom et structure. D'allumer votre micro uniquement lorsque vous prenez la parole. Donc, en attendant, merci de bien le désactiver et d'activer la caméra aussi pendant les temps d'échange. Pour éviter Mais bon, comme là, on n'est pas très nombreux, vous pouvez quand même allumer vos caméras. C'est vrai que c'est plus sympa de pouvoir parler à des gens, d'avoir des têtes en face de soi pour présenter. Et dans le chat, n'hésitez pas à donner des infos en lien avec le sujet si ça vous vient, et poser des questions aussi au fur et à mesure. Je regarderai le chat parce que c'est pas toujours facile de prendre la parole en visio. Donc, le programme du webinaire va se dérouler comme ceci. Je vais vous présenter VAD et l'action collective Bâtiment et Santé à l'origine du guide gestionnaire, et vous présenter aussi les prochains événements et formations de l'association. Ensuite, on aura une introduction sur les enjeux de santé pendant l'exploitation du bâtiment par Claire-Sophie Pedevest de Medico Conseil et Formation. Je prendrai après un petit temps pour vous présenter le guide, et après on aura un retour d'expérience du siège de KTR et de Green Factory, excusez-moi pour l'erreur, par Marc Campesi de Diagonal Concept. Voilà, donc merci à tous les deux de prendre le temps d'intervenir pour ce webinaire. Donc, je me présente, Claire Topin de Ville Aménagement Durable. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, on est donc un centre de ressources de formation de l'aménagement et de la construction durable en Auvergne-Rhône-Alpes. On fait partie du réseau Bâtiment Durable. Donc on a des homologues dans toutes les autres régions de France. On anime un réseau de 2000 professionnels de maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, promoteurs, qui regroupe autant promoteurs, collectivités, bailleurs sociaux, et tous les acteurs aussi de la maîtrise d'œuvre, urbanistes, paysagistes, architectes, et aussi du monde des entreprises, fabricants, et également les assistants à maîtrise d'ouvrage. On a 400 adhérents aujourd'hui et plusieurs partenaires aussi ancrés dans les territoires. Donc, nos objectifs, c'est de faire évoluer les pratiques, penser le monde de demain, éveiller les consciences professionnelles vers une approche plus globale et transversale, et aider la filière à monter en compétences. Voilà. Donc, rejoindre VAD, c'est pouvoir accéder à des événements toute l'année qui sont réservés aux adhérents, donc certains événements, notamment des événements dédiés aux adhérents qui permettent justement de faire réseau, des tarifs préférentiels aussi pour les formations, et des services dédiés qui sont notamment les actions collectives et d'autres. Participer aussi à l'Observatoire des opérations, intégrer l'annuaire en ligne, et accéder aussi à la documentation de l'Envirobot, qui est notre centre de ressources mutualisé avec Envirobot PDM. Voilà. Je vous passe les détails, mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, nos actions collectives, voici les thématiques qu'on aborde. Donc autant à l'échelle du bâtiment qu'à l'échelle de l'aménagement. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de Bâtiment et Santé, qui est donc à l'origine du guide que je vais vous présenter aujourd'hui.
Donc, c'est une action collective qui regroupe des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et bureaux d'études, qui est aussi déjà à l'origine de plusieurs autres guides sur la prise en compte de la santé au stade de la conception notamment. Et donc là, il a été choisi d'aborder plutôt la question de l'exploitation. Et aussi, donc, le guide a participé à la réalisation de plusieurs projets, donc, qui sont des formats d'événements qui consistent à analyser des retours d'expérience de manière assez approfondie, permettre à chacun d'améliorer sa pratique. Et donc, on a fait ça sur le sujet de la santé dans le bâtiment. Donc, juste petit point sur nos prochaines formations. Donc, on a notamment le 7 juin donc une formation sur l'aménagement au service du bien-être et de la santé humaine. Le 14 juin sur bâtir et aménager avec l'humain et ses usages, niveau 2, donc qui est plus sur une mise en pratique d'outils et méthodes. Le 29 septembre, donc, en lien avec le sujet, c'est concevoir la santé et le bien-être dans les bâtiments. Et en octobre, ce sera sur la RE 2020 et l'analyse du cycle de vie de votre projet. Et donc, dans les prochains événements à venir, on a l'exposition du best-of du DD Archipel à Lyon jusqu'au 29 mai. Donc, la présentation du guide, c'est aujourd'hui. Présentation du prototype Aura Solar Décathlon, donc qui est un prototype en bio et géosourcé qui sera présenté demain aux grands ateliers. Vous pouvez encore vous inscrire si jamais. Donc 2 ateliers qui se suivent mais, avec des partenaires différents sur la réhabilitation le 10 mai et 13 mai. Et encore le 13 mai, donc il y a une visite de l'occupation temporaire sur la fabrique urbaine des gratte-ciel. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet et je vais laisser Claire-Sophie Godbez nous présenter les enjeux de santé pendant l'exploitation du bâtiment. Bonjour à tous, du coup je suis Claire-Sophie Godbez, je dirige le bureau d'études Médiéco et donc Claire m'a demandé de faire l'introduction de la santé, sur les enjeux de santé dans les bâtiments en phase d'exploitation, même si globalement quand on parle de santé, on va peu différencier la phase conception de la phase d'exploitation, les actions à mettre en place sont différentes, les enjeux de santé sont identiques. Avant de vous parler de la santé dans le bâtiment et notamment sur cette phase d'exploitation, je voulais d'abord juste signaler que je trouve qu'il est très intéressant d'avoir enfin un guide sur la phase d'exploitation parce que pour avoir tout un historique sur la santé dans le bâtiment, c'est vrai qu'en tant qu'acteur du bâtiment, on se concentre très fréquemment sur la phase conception, où on sait prescrire des équipements plus ou moins techniques qui permettent d'améliorer l'environnement dans lequel les occupants d'un bâtiment évoluent. Mais c'est vrai que cette phase d'exploitation, aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé en se concentrant uniquement sur la phase conception. Et il faut aujourd'hui avoir une vision très globale. Donc, faire toute la phase conception. De plus en plus, on parle également de la phase chantier. Et puis, finalement, la livraison du bâtiment, c'est juste le début de la vie du bâtiment. Et notre rôle en tant que professionnel, c'est déjà de livrer un bâtiment qui respecte la santé, mais aussi de sensibiliser et d'accompagner tous les occupants à préserver un environnement respectueux de la santé tout au long de la vie en œuvre du bâtiment. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de santé dans le bâtiment? Là, vous voyez sur la diapo qu'on a quand même, alors, toutes les maladies historiques existent toujours, mais on a quand même un certain nombre de maladies chroniques qui sont toujours en plein développement et on attend que ces maladies environnementales non, je suis encore là. Que ces maladies environnementales évoluent de plus en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la fréquence de ces maladies, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires, l'asthme, le diabète, l'augmentation du stress qui peut être liée à l'exposition à, par exemple, des nuisances sonores, les maux de tête, la légionellose avec l'exposition à cette bactérie, qu'on a beaucoup de ces maladies qui sont liées à l'environnement dans lequel on évolue et que par la conséquence,
conception et l'entretien et toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pendant la phase d'exploitation du bâtiment vont nous permettre d'améliorer les environnements dans lesquels on évolue et du coup d'essayer de limiter l'apparition de ces maladies. Alors, juste pour rappel, tu peux passer à celle d'après, Claire. C'est vrai qu'on parle, on fait le lien, que ce soit phase conception, phase exploitation, on fait le lien santé-bâtiment. Je voulais juste vous rappeler, je pense que tous ceux qui participent à ce webinaire, vous connaissez tous la définition de la santé. La santé, elle a été définie en 1946 par l'Organisation mondiale de la santé comme un état complet, et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le terme bien-être. Donc la santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et social. Physique, c'est faire en sorte que le bâtiment dans lequel on vit ne nous rende pas malade, mais aussi faire en sorte que le bâtiment dans lequel on vit participe à améliore notre ressenti, notre bien-être psychique, et puis fasse aussi en sorte qu'on se sente bien avec les autres à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, le guide exploitation, on va le revoir sur la diapo d'après, lui va plus se concentrer aujourd'hui, va moins aborder la partie santé psychique et santé sociale et plus se concentrer sur la partie santé physique et donc faire en sorte que dans le temps, le bâtiment ne nous rende pas malade. Ah tiens, tu peux appuyer, il y a une autre définition de la santé que je trouve assez intéressante, parce que c'est vrai que la santé, on parle de bien-être, se rappeler surtout qu'on construit des bâtiments pour mettre des gens à l'intérieur des bâtiments, et donc les occupants à l'intérieur des bâtiments vont avoir des besoins qui peuvent être vitaux, et donc l'objectif, quand on parle de santé dans le bâtiment, et notamment pendant la phase d'exploitation, c'est faire en sorte que le bâtiment qu'on a conçu, qu'on a construit, réponde aux besoins humains. Alors, dans les besoins, on a tous les besoins vitaux, dit les besoins physiologiques. On a besoin de respirer pour vivre, on a besoin de dormir, on a besoin de manger. Donc, c'est comment est-ce que le bâtiment peut répondre à ces besoins. On a tous nos besoins sensoriels et sensibles. Sensoriels, tout ce qui va être lié à nos sens, le toucher, et sensible, on va notamment parler de confort hygrothermique, donc tout notre ressenti. Et puis les besoins psychosociaux, que je ne détaillerai pas trop, parce que l'objectif du guide gestionnaire, c'est surtout de se concentrer sur les premiers besoins, les besoins physiologiques, les besoins sensoriels et les besoins sensibles, à travers un certain nombre de thématiques. Et donc, à l'intérieur de ce guide, on va retrouver toutes les thématiques de santé, et notamment de la santé, du bien-être physique. Tu peux passer à celle d'après, Claire? Donc, toutes les thématiques de la santé pour améliorer le bien-être des occupants à l'intérieur des bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme thématique? Les enjeux de santé, je vous disais, c'est difficile de séparer la conception de l'exploitation, mais globalement, ces enjeux vont être les mêmes tout au long du bâtiment. L'enjeu de la phase d'exploitation, c'est justement de pérenniser tout ce qui a été mis en place en phase conception. On conçoit pour la santé des occupants et l'exploitation va permettre de pérenniser tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va traiter comme sujet? C'est tout l'environnement hygrothermique. Donc, faire en sorte que pendant l'exploitation des bâtiments, on arrive à gérer. Alors, la température, c'est assez simple parce que généralement, les occupants des bâtiments, soit que vous concevez, soit que vous gérez, les gens savent se plaindre s'ils ont trop chaud ou trop froid. Par contre, le couple qui va être important, c'est de gérer la température en lien avec l'hygrométrie. Les deux paramètres sont très liés et en plus, l'hygrométrie va avoir un impact sanitaire encore plus important. Alors, les gens ont plus de mal à l'évaluer, mais trop d'humidité relative va nous poser des problématiques dans le bâtiment, notamment par rapport au développement fongique, et pas assez d'humidité relative dans le bâtiment vont nous poser d'autres problèmes, et notamment une sécheresse de toutes les voies, notamment les voies respiratoires, de toutes les muqueuses. Et souvent, alors on entend beaucoup parler de qualité de l'air pendant la phase d'exploitation des bâtiments. On a de nombreux polluants dans l'air qui peuvent être à l'origine de développement de différents symptômes et de pathologies respiratoires, mais il ne faut surtout pas oublier qu'une humidité relative trop faible peut développer des symptômes qui sont identiques à tous les autres polluants qu'on pourrait avoir dans l'air intérieur. Donc, le couple hygrométrie, température, humidité. On va également traiter pendant l'exploitation du bâtiment la gestion de l'apport de lumière. Alors, l'apport de lumière naturelle, effectivement, il se joue en phase conception, mais il y a tout l'entretien derrière, et puis l'éclairage artificiel. On va s'intéresser au champ électromagnétique.
bien sûr à la qualité de l'air, et on sait aujourd'hui, comme pour beaucoup d'autres thématiques, mais c'est très valable pour la qualité de l'air intérieur, que la qualité de l'air, bien sûr, elle se conçoit, elle se construit, enfin, il faut être très vigilant en phase chantier. On contrôle la réception, mais tout l'enjeu pour préserver la qualité de l'air intérieur, il va vraiment se jouer en phase exploitation, car à partir du moment où on a un bâti qui respecte la qualité de l'air intérieur, on va aussi avoir des occupants qui vont avoir différents usages, différentes pratiques qui peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur. Et en tant que gestionnaire, bah, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'actions à mettre en place pour préserver cette qualité de l'air intérieur dans le temps. Pareil, hein, qualité de l'air, on pourrait faire exactement le même discours sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau qui rentre dans le bâtiment, hein, on parle de l'air qui rentre dans le bâtiment, mais l'eau est aussi en contact avec différents matériaux. Donc, faire aussi attention à la qualité de ces matériaux et la qualité dans le temps. Donc, on abordera également la qualité de l'eau, l'environnement acoustique, et puis tu peux donner un petit clic. Voilà. Même si le guide se concentre beaucoup sur la santé, sur le bien-être physique, bah, il y a quand même d'autres notions un peu élargies, et notamment les questions de qualité de vie, d'ergonomie, d'accessibilité, la qualité d'accueil. En fait, faire en sorte que les gens dans les bâtiments qu'on conçoit, tout au long de la vie en œuvre du bâtiment, bah, se sentent bien. Et donc, tout l'objectif du guide que Claire va vous présenter, bah, c'est essayer de voir toutes les actions qu'on peut mettre en place tout au long de la vie en œuvre du bâtiment, pour que l'ensemble de ces sujets, hein, de ces thématiques de santé, garde, on va dire, une qualité optimale à travers le temps, et que tout ce qu'on a essayé de concevoir en phase conception du bâtiment soit plutôt pérenne. Et donc, vous allez pouvoir voir toutes les actions qui sont nécessaires à mettre en place pendant toute la vie en œuvre du bâtiment. Merci beaucoup, Claire-Sophie. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Peut-être un peu tôt, là. On n'est pas C'est rentré. peut-être un peu tôt, mais voilà, si jamais il y avait une question qui voulait les aider, voilà, toujours possible, et dans tous les cas, vous pouvez aussi interagir sur la discussion. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation des enjeux qui permettent de bien introduire le sujet. Donc voilà, comme l'a dit Claire-Sophie, donc ces thématiques se retrouvent dans le guide. Voilà. Air intérieur, ventilation, humidité, acoustique, lumière, ondes électromagnétiques, ergonomie, accessibilité et eau. Et à chaque fois, donc, c'est une double page par thématique. On s'est voulu assez concis et pragmatique dans l'approche, avec systématiquement un paragraphe sur les enjeux sanitaires, la réglementation et les normes associées, et ensuite des propositions de mesures préventives et correctives pour faire face aux enjeux de santé qui nous préoccupent sur chaque thématique. Et aussi un paragraphe sur les ressources pour aller plus loin sur chaque sujet. Et donc, dans les mesures préventives et correctives qui sont proposées, il y a un niveau 1 que vous pouvez faire en autonomie, et un niveau 2 pour les mesures qui nécessitent un accompagnement, de manière à vous permettre aussi, en tant que gestionnaire, savoir comment prioriser peut-être certaines actions et savoir lesquelles seront possibles plus rapidement, enfin en tout cas à mettre en place de manière facile ou plus directe que des mesures accompagnées. Donc si on reprend, comme disait donc vers Sophie, hein, le trio air intérieur, ventilation, humidité sont très liés, étant donné la nécessaire intrication des enjeux et des mécanismes qui sont à l'œuvre. L'air intérieur dépend notamment de la ventilation, de l'aération, du taux d'humidité, et l'humidité est liée justement à la ventilation. Donc, ces trois sujets sont
distinctement dans le guide, mais là, du coup, je les ai regroupés pour être plus concise, mais voilà, les trois thématiques sont bien sûr traitées séparément parce qu'elles elles nécessitent aussi elles peuvent nécessiter de plusieurs actions différentes, mais toutes liées. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs leviers d'action sur lesquels les gestionnaires peuvent agir, notamment les moisissures et pollens provoqués par une mauvaise aération, de l'humidité dans certaines pièces qui vont générer ce type de désagrément. Les produits d'entretien ou les produits de rénovation, de peinture, vernis, etc., qui vont générer aussi des composés organiques volatiles, donc dans le cadre d'opérations de maintenance ou d'entretien, donc sur lesquels aussi le gestionnaire peut agir. Les formaldéhydes aussi qui sont émis dans le cadre du mobilier neuf, des produits ménagers, lacs, colle, vernis, voilà, on revient un peu au même. Et le monoxyde de carbone, à l'origine des installations de chauffage mal entretenues, conduits d'aération bouchée. Voilà, c'est des préoccupations qui peuvent survenir plus fréquemment dans le cadre de l'entretien, de la gestion du bâtiment. Et voilà, après, sur la question du bâtiment, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que le guide s'adresse à tout type de bâtiment, que ce soit, on a essayé de penser à chaque fois pour toute typologie, donc que ce soit bâtiment, logement ou établissement recevant du public. Et donc, pour cette partie air intérieur, ventilation, humidité, donc on vous propose des mesures à réaliser en autonomie, comme notamment l'autodiagnostic sur les moyens d'aération, de ventilation. Et là, ce qui est à droite, c'est des images, par contre, là, de mesures réalisées avec des appareils de mesure, donc plus qui peuvent être faites dans le cadre d'un accompagnement. Mais il y a déjà aussi des mesures qu'on peut faire soi-même sans avoir nécessairement besoin d'un accompagnement. Et il y a aussi la question de faire une enquête auprès des usagers pour connaître leurs pratiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver pour chaque thématique, de toujours s'intéresser aux pratiques des usagers du bâtiment pour mieux connaître leur usage et les pratiques qui pourraient éventuellement dégrader la qualité de l'intérieur. Et puis après, on va le voir pour les autres sujets. Et aussi, je voulais porter à votre attention l'évolution prochaine de la réglementation à venir pour les ERP vulnérables, qui ferait évoluer la réglementation sur une obligation d'évaluation annuelle des moyens d'aération avec mesure du CO2, l'autodiagnostic de la QAI tous les 4 ans, une campagne de mesure des polluants réglementaires à chaque étape clé du bâtiment, donc ça qui reste encore à définir, les étapes clés du bâtiment, un plan d'action prenant en compte l'évaluation annuelle, l'autodiagnostic et la campagne de mesure mise en place régulièrement. Donc voilà, c'est une évolution de la réglementation qui risque d'arriver en fin d'année et qui va concerner donc, notamment les écoles et les crèches. Sur le confort acoustique, donc le guide va vous sensibiliser en fait à tous les bruits, aux nuisances acoustiques, enfin sonores pardon, qui vont être générés dans un bâtiment, donc les bruits de choc, les bruits aériens intérieurs, les bruits de voisinage, les bruits d'équipement, etc. Ça, à l'intérieur, et puis les bruits extérieurs ou encore les bruits d'équipement. Donc à la fois isoler le bâtiment, enfin, à la fois de l'isolation du bâtiment par rapport à l'extérieur, mais aussi par rapport à l'intérieur, et ça concerne notamment
quand on voit aussi notamment dans les bureaux, enfin l'isolation dans les open space, comment voilà, s'intéresser aux usages justement des entreprises ou des collaborateurs pour améliorer au mieux possible le confort acoustique. Donc l'exemple de la cabine téléphonique dans les bureaux ou des panneaux acoustiques en lichen ou d'autres matériaux aussi qui peuvent être biosourcés. Et là, toujours faire attention aussi à l'étiquetage des matériaux, toujours mettre en lien aussi avec les autres thématiques. C'est pas parce qu'on parle de l'acoustique qu'on doit oublier la qualité de l'air intérieur aussi. Et là, de la même manière, donc toujours penser à proposer donc une des premières mesures que l'on propose à ce niveau-là, c'est donc l'enquête aussi au niveau des usagers et donc connaître aussi s'il y a des impacts sanitaires déjà liés au bruit dans le bâtiment. Et donc ça, c'est détaillé dans le guide. Et puis, des mesures peut-être plus avancées qui nécessiteraient plutôt un accompagnement avec un accompagnement d'un bureau d'études acousticien. Et puis après, il peut y avoir des solutions comme les supports permettant de limiter les vibrations des équipements électroménagers et repenser peut-être l'aménagement de bureaux ou d'établissements comme les établissements scolaires ou avec les salles de sommeil par rapport aux salles d'activité. Enfin, voilà, il y a toujours des réaménagements possibles aussi en fonction des nuisances sonores que l'on peut réaliser durant la vie du bâtiment. Sur la lumière et le confort visuel, donc on parle à la fois de l'apport de la lumière naturelle, de son avantage, enfin, de ses bénéfices pour le confort au quotidien, mais aussi de ses risques par rapport à l'éblouissement. Et puis, par rapport à la lumière artificielle, c'est aussi l'intérêt il y a aussi l'intérêt des économies d'énergie, mais aussi de confort par rapport donc à avoir suffisamment d'apport de lumière selon le type d'activité que l'on réalise. Et donc ça, encore une fois, c'est s'intéresser à l'usage qui est fait du bâtiment et aux pratiques spécifiques des usagers. Ensuite, sur les ondes électromagnétiques, donc là, on est sur un enjeu qui est encore assez peu connu, mais pour lequel il y a déjà des recommandations et des lignes directrices au niveau national et international, donc qui est déjà par rapport l'orientation du bâtiment, enfin l'implantation du bâtiment par rapport à des lignes électriques et transformateurs électriques, mais ça peut aussi, comme on voit ici, au niveau des hautes fréquences qui va toucher les téléphones cellulaires et tout ce qui est réseau Wi-Fi, Bluetooth, qui sont aussi des ondes qui peuvent avoir un effet sur la santé et pour lesquelles il y a aussi des recommandations à respecter, enfin, qui ne sont pas réglementaires, mais aussi il y a un bruit là, parasite. Car Sophie, hein, tu me dis si je me trompe, mais du coup, il me semble qu'il y a des recommandations pour ces, mais c'est pas des obligations par rapport aux hyperfréquences. Et donc là, il peut y avoir aussi un enjeu de sensibilisation des usagers sur l'utilisation des téléphones, mais du coup, en priorisant plutôt le réseau, enfin, se connecter en filaire à Internet et l'utilisation
d'oreillettes plutôt que d'utiliser Ouais. le téléphone mobile. Ouais, il y a plusieurs recommandations qui peuvent être données. Après, c'est vrai que déjà, il y a des mesures qui peuvent être faites, des mesures d'exposition. Euh, Par contre, si on compare ça à la réglementation, il n'y aura jamais de problème dans les bâtiments en France, parce que notre réglementation est quand même à des seuils qui sont assez élevés. Mais voilà, il existe aussi pour ces sujets-là, par rapport à la littérature scientifique, on va dire, des valeurs recommandées. Qui ne sont que des recommandations pour la préservation de la santé, et donc un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place pour essayer, en fait, tout l'objectif, hein, qu'on soit en basse fréquence ou en hyper fréquence, là, c'est d'essayer de limiter l'exposition sur du long terme. Donc après, et ensuite, il peut aussi y avoir des sensibilités individuelles, et en fonction des sensibilités individuelles du public, si on est sur de jeunes enfants, des personnes, des femmes enceintes par exemple, on peut avoir des actions qui sont qui vont un peu plus loin. Il y a d'ailleurs aussi possibilité de faire un diagnostic gratuit par l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences des radios, des fréquences radio. Donc, il peut aussi faire une analyse gratuite du site. Voilà, après, on a aussi un chapitre sur le confort et l'ergonomie des espaces. Est-ce qu'il y a une prise de parole ou j'ai pris un temps sur le confort et l'ergonomie des espaces, l'idée c'est donc de favoriser l'activité physique au travail. Là, du coup, on ne parle plus directement des espaces, des bâtiments de bureaux qui vont être plus directement concernés, étant donné que c'est dans ces espaces qu'on est le plus souvent sédentaire et donc assis à un poste de travail. Mais ça peut aussi concerner du coup d'autres espaces, enfin d'autres types d'espaces de travail qui sont pas forcément des bureaux, mais où il y a une certaine posture de travail qui peut induire des troubles musculo-squelettiques. Et donc là, l'idée, c'est il y a plusieurs propositions de mesures qui permettent d'encourager la pratique du sport, enfin, que ce soit déjà l'activité physique, donc privilégier par exemple, améliorer la signalétique pour privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur, ou alors permettre plusieurs positions au bureau, donc que ce soit assis, debout, et permettre par exemple plusieurs niveaux d'élévation du bureau, donc qui favorise donc l'activité physique. Et en plus de ça, aussi privilégier le sport en entreprise par exemple intégrer un coach sportif dans l'entreprise, enfin, qui puisse une intervention de coach sportif dans l'entreprise, enfin, faciliter en tout cas la pratique du sport au maximum avec la présence de douches dans les locaux, voilà, et après ça peut découler un peu plus loin dans les aménagements des horaires, etc. Mais c'est voilà, favoriser au maximum l'activité physique et le sport en entreprise, et puis aussi faire appel éventuellement à un ergonome pour travailler aussi sur la posture, qui peut engendrer des troubles musculo-squelettiques et qui sont donc au-delà des troubles musculo-squelettiques, il y a aussi des pathologies cardiovasculaires qui sont liées à la sédentarité et aussi donc l'obésité, le diabète. Donc c'est voilà, tout un tas de pathologies qui sont directement liées à la sédentarité et qui peuvent être directement réduites par une action au niveau des bâtiments et la gestion du bâtiment. Voilà, puis donc, on a parlé aussi de l'accessibilité, donc l'importance d'intégrer toutes les personnes au sein d'un bâtiment et de penser donc à cette inclusion dès l'entrée du bâtiment, donc notamment
travailler sur l'accueil des personnes dans les établissements recevant du public, notamment par exemple en formant aussi le personnel à comment accueillir des personnes différentes, que ce soit des personnes avec des difficultés motrices, mais c'est aussi avec des personnes qui ont des déficiences mentales. Voilà, c'est pouvoir euh, accueillir tout ce type de personnes. Et après, il y a aussi forcément des écueils techniques aussi pour l'accueil des personnes à mobilité réduite qui sont particulièrement réglementés, mais sur lesquels le gestionnaire peut également agir. Notamment, il y a une mesure sur penser à l'entretien de la végétation sur les cheminements piétons. Voilà, peut-être qu'on ne pense pas assez au fait que les fauteuils roulants peuvent être vite empêchés de circuler par la moindre petite entrave sur un cheminement. Voilà, c'est plusieurs mesures qui vont dans ce sens et sans forcément rentrer dans le détail de toutes les mesures réglementaires, parce que là, après, c'est sûr que c'est déjà bien établi, mais il y a aussi voilà, donc, des mesures à faire en autonomie sur l'amélioration de l'accueil et de la gestion des équipements. Et enfin, donc, dernière thématique sur l'eau, qui s'appuie notamment sur deux enjeux. L'optimisation de la ressource en eau, en pensant ici notamment à la quantité d'eau et donc à la gestion de l'eau d'un point de vue de l'accès à la ressource et des périodes de sécheresse qui vont s'accroître de plus en plus avec le changement climatique. Et deuxième enjeu, garantir la qualité de l'eau potable. Voilà, donc, qui passe notamment par le contrôle régulier de la qualité de l'eau et pour faire aussi donc, par rapport à la pollution par les métaux lourds et la pollution chimique, mais aussi faire attention à la contamination par les légionelloses que l'on peut retrouver dans les circuits d'eau chaude sanitaire. Et donc là, plusieurs mesures sont proposées pour prévenir ce type de risque. Et puis pour l'optimisation de la ressource en eau, c'est aussi plusieurs mesures qui permettent d'économiser au maximum cette ressource dans le bâtiment, en allant jusqu'à proposer voilà, de la récupération de pluie, ou enfin, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, ça peut être, il y a plusieurs niveaux de mesures, encore une fois. Donc voilà, donc j'espère que ce guide vous aidera à mieux intégrer tous ces enjeux, ou en tout cas à vous donner des mesures pratiques et faciles à mettre en œuvre, ou en tout cas ça aidera peut-être aussi à vous poser plus de questions et à l'intégrer davantage dans vos processus de travail. En tout cas, je vous invite à réagir dessus si vous en avez l'envie, en tout cas quand vous en aurez pris connaissance. Et ne pas hésiter donc à revenir vers nous si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marc Ampézy de Diagonal Concept qui va nous faire deux retours d'expérience. Donc voilà, sur deux projets exemplaires en matière de santé dans le bâtiment, donc qui permet de voir concrètement comment ça se traduit dans deux projets différents. Très bien, donc merci de donner la parole. Je vais reprendre rapidement deux projets, je crois que j'ai une vingtaine de minutes. Un projet, alors c'est intéressant, qui vit depuis 4 ans, donc on a des retours usagers, donc ça c'est plutôt bien. Puis un autre projet qui vient d'être terminé, et c'est sur deux projets tertiaires, mais la démarche est duplicable. Là, on réhabilite une école en ce moment, la démarche est la même.
et c'est duplicable dans du résidentiel. Voilà. Donc, on le fait aussi par ailleurs sur le résidentiel. Donc, je reprends, en préalable, je reprends quand même les objectifs de VAD sont assez partagés dans notre démarche pour bien comprendre comment on se positionne. Donc, on intervient en maîtrise d'œuvre sur l'ensemble de nos opérations. Les choses importantes pour nous, sont la montée en compétences, ce qu'on a vu chez VAD, l'approche globale et l'éveil des consciences. Et je rajouterais la reconnexion à la nature. Voilà, donc, ça constitue vraiment le socle de notre démarche. Si je peux faire un petit levé comme ça de doigts pour les passages Ok, très bien. Je ne maîtrise pas le sujet. Donc, je vous propose un projet qui a déjà été présenté, mais ce qui est intéressant, c'est un projet maintenant donc, où on a du retour usager. Donc, on peut mesurer, on n'est pas dans le déclaratif. Donc là, on a une petite vue aérienne. C'est une rénovation qui est à Dardy, près de Lyon, qui a une particularité, et ça a un impact aussi sur la santé des usagers, on le verra tout à l'heure. C'est une rénovation bas carbone à énergie positive, tout usage. Donc ce bâtiment produit beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme, et nous l'avons fait en partenariat avec un bureau d'études qui est présent, j'ai vu dans le public. Oui, c'est Upside Event. Voilà. Bonjour, merci. Voilà. C'est un bureau qui est 100%, enfin c'est des locaux qui sont 100% alimentés en ENR. On a, je reprends les items principaux, on a un plancher réversible, une ventilation double flux avec évidemment des filtres. C'est un bâtiment qui est monitoré. On verra qu'on a mesuré quand même pas mal de choses. Alors, après livraison, 6 mois après livraison, et puis après on continue. C'est un bâtiment sur lequel la notion de montée en compétences pour nous est essentielle. Donc, on a formé évidemment les entreprises à la démarche qualité de l'air, mais aussi sensibiliser les usagers. Donc, ça, c'est juste essentiel. On a organisé des ateliers pédagogiques parce que pour nous, quel que soit l'opérateur, un projet, c'est le meilleur lieu d'apprentissage. Donc, on l'ouvre au public et on organise régulièrement des ateliers pédagogiques, notamment avec des focus sur la qualité de l'air. On n'impose pas les choses aux gens, on les partage. C'est extrêmement important et pour des gens qui gèrent les bâtiments, ils le savent puisque c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Enfin, dans les éléments importants du projet, il y a l'intervention d'une ergonome. On l'a positionné tout de suite au démarrage du projet et après, en exploitation. On a fait un retour en exploitation pour mesurer la réalité de l'intention. La pertinence de l'intention initiale. Et un élément très fort du projet, on a un jardin en permaculture qu'on essaye d'implanter sur tous nos projets, petits ou grands, avec des ruches, de la production de bière, etc. Et une formation à la permaculture. Voilà, si vous voulez bien passer. Bon, je vous montre l'état du bâtiment avant. Alors, ce n'est pas l'état final. L'état final, c'est la slide suivante. Voilà. L'état final, c'est 2018, donc un an et demi après. Voilà, donc si vous voulez bien continuer. Je vous explique notre approche. Notre approche du confort et de la santé, le confort et la santé s'inscrit dans une démarche globale. On ne va pas dissocier les enjeux. Chaque fois qu'on va agir sur un paramètre santé, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidence sur l'ergonomie, l'ergonomie en fait partie, mais sur l'énergie, sur le fait de perdre en fonctionnalité dans l'usage du bâtiment. Donc, on essaye de rentrer dans une approche systémique dans laquelle on va introduire pour nous un certain nombre de paramètres qui font tous partie du bien-être et de la santé dans le bâtiment. Notamment, je fais un ou deux focus, on va évidemment retrouver la qualité de vie, puisque on parle de notion d'habiter, y compris dans les espaces de travail. Nos espaces de travail sont habités. Ce n'est pas des lieux où on va travailler, enfin on travaille bien sûr, mais c'est des lieux dans lesquels on vit, on utilise, on consacre l'essentiel de notre temps. Et puis au-delà du bâtiment, dans la notion de santé, le bâtiment il est connecté au monde extérieur, on va favoriser l'arrivée des mobilités douces. C'est ce qui s'est passé sur ce bâtiment, c'est une réussite. Les gens se sont appropriés le lieu, l'image du bâtiment et la mobilité douce est venue d'elle-même. On n'a pas commencé à implanter des prises, à dire aux gens on va vous offrir des voitures, etc. Les gens se sont achetés des voitures électriques, des vélos électriques parce que le bâtiment est un peu éloigné
ils sont venus en vélo, etc. Donc, ça a généré des comportements. Je fais tout de suite une petite aparté. Témoignage du maître d'ouvrage, 2-3 ans ou 2-3 ans, il dit « Ce bâtiment nous a changé ». Donc, il est important de mesurer a posteriori l'efficacité des dispositifs. Quand un bâtiment commence à changer les comportements et à induire des comportements éco-responsables, on est déjà dans le positif, on est déjà dans l'impact psychologique positif. Bon, je reviendrai, enfin, je peux directement dérouler sur le sujet de la nécessité de faire partager aux usagers du bâtiment, qu'ils soient déjà construits ou qu'ils subissent des améliorations ou des opérations de réhabilitation, de leur faire comprendre quelle a été la démarche globale, qu'il y a un engagement, là en l'occurrence il y a un éco-engagement assez fort, et quand chacun s'approprie, quand chacun est fier de se rendre sur son lieu de travail parce qu'il a quelque chose de différent, ils ne sont pas obligés d'être tous exceptionnels, il se passe déjà, voilà, on a déjà contribué à son bien-être. Pour faire simple, quand on arrive dans son bureau le matin et que le bâtiment est pourri, que l'environnement du bâtiment est pourri, que les peintures sont désastreuses, que le traitement de l'enveloppe est magnifique, mais l'intérieur du bâtiment a été maltraité, le ressenti psychologique des usagers et le bien-être des usagers, la santé des usagers va en pâtir. Voilà, si vous voulez bien, voilà. Donc, je ne reviens pas sur ce bâtiment, mais l'idée pour nous, c'est quand même que tout projet doit créer un impact positif sur l'homme et son environnement. Donc, on parle, nous, d'architecture régénérative. Voilà, on a un geste à commettre quand on réhabilite ou quand on fait vivre des bâtiments. En phase d'exploitation, c'est tout à fait ça. Il faut que ces bâtiments aient un impact positif sur notre société et sur les usagers. C'est extrêmement important. Sinon, à terme, on en mesurera les taux d'absentéisme, les déboires et toutes les pathologies qu'énonçait Claire-Sophie. Bon, voilà, donc je ne reviens pas sur le process. Donc ici, on a ciblé, oula, le gris, là, il a été transformé. On a ciblé, donc on est dans du bureau, on a ciblé des éléments qui sont essentiels pour nous. Évidemment, la qualité de l'air, vous l'avez déjà évoqué, le confort hygrothermique en toute saison, puisque bon, il ne suffit pas de traiter les problématiques hivernales. Aujourd'hui, on va vers des périodes caniculaires qui vont s'amplifier, et donc le confort d'été va devenir un sujet très fort, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire. Donc, il s'agit d'être à l'écoute des usagers. Ça a été déjà dit tout à l'heure. L'intervention d'un ergonome, en tout cas dans les espaces de travail, mais pourquoi pas dans les résidences, dans les EHPAD ou dans ce genre de lieux accueillants du public, il est important de considérer, de valoriser l'ergonomie. Alors, c'est dans la mission, c'est une partie de la mission des architectes, mais il y a quand même des spécialistes qu'il faut écouter. Ils ont une approche très différente, peut-être plus à l'échelle de l'homme, et qui, à mon avis, mérite d'être valorisé. Bon, pour nous, dans les éléments essentiels, le confort visuel et acoustique, ça a déjà été évoqué, c'est un élément clé. On sait que le bruit, c'est le sujet majeur dans le résidentiel, dans le tertiaire. Toutes les enquêtes, les concertations qu'on fait avec les usagers, la problématique qui revient en boucle, c'est le bruit. Donc, voilà. Et quand je dis confort visuel, ce n'est pas seulement, c'est le cas de ce projet, je vois les beaux jardins, fleuris, etc., les tomates poussées. C'est aussi le confort visuel intérieur. C'est ce que je vois pour des bureaux, en l'occurrence, de mon poste de travail, ou dans du résidentiel, ce que je vois de ma chambre, ce que je vois de… Et ça, interroger vos résidents ou les usagers d'un lieu pour savoir quel est leur ressenti à ce sujet. Parce que, encore une fois, les experts d'un lieu sont les usagers. Ce ne sont pas nous,
les concepteurs, techniciens, etc., les meilleurs experts sont ceux qui vivent dans le lieu. Nous, on va y passer quelques heures, on va essayer de faire un diagnostic pour faire une bonne programmation, mais ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ceux qui utilisent. Donc, d'où l'importance, c'est ce qu'a évoqué Claire, de la concertation, de l'écoute. Et je pense que la dimension santé, elle passe par là. La réussite de la qualité sanitaire, elle passe par là. Parce que les odeurs, les moisissures, les machins, tout ça, les petits trucs, les petits ressentis, l'air qui picote un peu, etc., les inconforts ponctuels, thermiques ou géolocalisés dans le bâtiment, c'est les usagers qui vont les voir. Si on n'est pas à leur écoute, on passera à côté du projet. Et puis, dernier point, excusez-moi, il y avait un autre point. Oui, un éco-engagement partagé. Chaque fois qu'il y a une opération de réhabilitation ou d'entretien, etc., s'il y a un geste, un éco-engagement, il faut le partager. Parce que ça intéresse quand même les usagers dans les locaux tertiaires et dans le résidentiel. Tout le monde est intéressé par ces éco-gestes. Il y avait moins d'écoute dans les années précédentes, là, depuis 2-3 ans. Tout le monde s'affole, ça intéresse tout le monde, et tant mieux. Après, lien social et pédagogique, voilà. On veille en permanence à ce que dans les lieux qu'on conçoit, qu'on construit, que ces lieux favorisent la dynamique sociale et l'apprentissage. Et l'apprentissage des éco-gestes, ce que j'ai déjà évoqué précédemment. Voilà, on passe à la slide suivante. Tout ça, c'est très bien, donc c'est déclaratif, c'est de la conception, mais aussi de l'entretien. Et dans la phase d'exploitation, on fait de la mesure. On mesure en permanence un certain nombre de paramètres et surtout, ce qui est important, parce que accumuler des datas, comme je le vois dans certains bâtiments, c'est une grosse connerie. Personne ne les regarde. Par contre, ce qui est important, c'est de se mettre des seuils d'alerte. Des seuils d'alerte avec des messages. C'est ce qu'on fait, des messages qui nous sont envoyés quand il y a les seuils d'alerte. Et puis, de temps en temps, une fois par an, c'est ce qu'on va faire avec Amstein et Voalert dans quelques temps, on va faire un petit pointage. Une fois par an, là, on fait un petit pointage de performance du bâtiment pour s'assurer que tout est OK à partir des données mesurées. Voilà, si vous voulez bien enchaîner. Je prends l'exemple de ce bâtiment. Bon, on associe, alors bon, nous, la qualité de l'air intérieur, c'est essentiel, mais on doit aussi être zéro énergie, les gens doivent se sentir bien et ils doivent avoir des vues sur l'extérieur. Voilà. On ne peut pas décorréler les paramètres entre eux. Je prends l'exemple de ce bâtiment, 40 degrés dehors, il fait 24 dans le bâtiment. Alors, revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà, il fait 24 degrés, donc sur le confort, à la fois thermique, en thermique d'été, on a des deltas de température importants. Ça, c'est bien, donc c'est réussi. Au niveau thermique, il est confortable en période diurne et nocturne. Surtout, il ne consomme pas d'énergie. Et on verra tout à l'heure, la qualité de l'air, elle est maintenue à un niveau assez élevé. Allez-y, je vous en prie. Sur la qualité de l'air, donc, ce qu'on a fait sur le projet, en pleine concertation avec les usagers et les bureaux d'études, on a mis en place des protocoles de mesure. Donc, ce qu'on fait sur nos chantiers, généralement, on fait une mesure à réception. Donc là, c'est la cata parce qu'il y a des matériaux qui ne sont pas secs, parce qu'il y a eu un peu de nettoyage de fin de chantier, etc. Donc, ça monte. Et après, on fait des mesures pour se consolider à plus 6 mois, notamment sur les COV qui, à mon avis, je parle sous le contrôle de Claire-Sophie, mais c'est vrai qu'au bout de 6 mois, si on a fait une politique préventive dans le choix des matériaux, dans le mode de mise en œuvre, généralement, au bout de 6 mois, on se calme sur la montée en puissance des CEV, à l'exception du mobilier qui peut être remplacé. Donc, par rapport au mobilier, petit focus, quand on change le mobilier, on essaye de demander, on fait des recommandations aux exploitants ou aux usagers du lieu d'avoir une politique de veille sur les achats de mobilier. Ce n'est pas toujours aujourd'hui courant chez les distributeurs de mobilier d'avoir des produits exempts de polluants. Hein. Parce que les cols restent encore parfois douteuses. Voilà, donc c'est une petite vigilance. Ensuite,
Donc, on s'aperçoit que tout va bien au bout de 6 mois. C'est quasiment le cas de tous les bâtiments dans lesquels on a mené une action préventive sur le choix des matériaux et des systèmes de ventilation, etc. Tout ce qui fait la qualité de l'air. On va aussi s'amuser à mesurer le bruit parce qu'on sait qu'aujourd'hui, encore une fois, sur les retours d'enquête, le bruit monte en puissance chaque fois. Donc, on va être vigilant sur cette dimension acoustique. Et puis, pareil, on se met des seuils d'alerte. Quand on voit qu'il y a un souci, on mène des actions correctives, on rajoute 1 ou 2 panneaux acoustiques, on va discuter surtout avec les usagers, c'est la première des choses. On va discuter avec les usagers et leur poser des questions un peu éclairées pour essayer d'amener des solutions efficientes plutôt qu'arriver avec les armes lourdes, ce qui est souvent le cas. On fait du curatif lourd sans écouter les usagers. Petit détail, bon, voilà, c'est un bâtiment, il fonctionne avec des sondes. Bref, on va stocker de l'énergie quand elle est disponible en été, on la stocke dans les sondes, mais ça, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, sur le process énergétique, on se pose aussi la question du confort. Vous voyez les tuyaux à gauche, ils ont une particularité. C'est les tuyaux, j'ai été voir le fabricant en Allemagne, c'est le multibéton. Ces tuyaux, ils ne sont pas posés en escargot comme la plupart des tuyaux, ils sont posés en parallèle. Donc, on a des trames serrées vers les baies vitrées et des trames qui s'écartent de plus en plus dans les pièces, ce qui permet d'avoir un gradient de température plus régulier. En gros, quand il fait froid, on chauffe plus devant la fenêtre, et quand on a un gradient de température plus régulier en s'enfonçant plus profondément dans le bâtiment, on évite de tourner le thermostat. Et il faut quand même à la fois associer, dans cette notion de confort, le gradient de température, c'est-à-dire la bonne répartition des températures, c'est un élément clé. Donc, chaque fois qu'on choisit un produit, on essaie de mesurer son impact sur la qualité sanitaire, sur l'efficacité énergétique et sur l'ensemble des paramètres qui vont constituer l'approche globale, sur le choix du matériau, sa provenance, etc. Évidemment, dans la dimension ergonomique, bon, aujourd'hui, c'est commun, mais quand même, peut-être pas suffisamment, parce que les gens ont des blocages psychologiques sur les coûts, etc. On utilise énormément de bureaux motorisés, pour permettre aux gens de ne pas rester en position assise et que leur sang soit plus fluide, circule mieux. Donc ça, c'est très, très apprécié. Alors, au début, les usagers, en général, râlent un peu en nous disant « ça ne sert à rien ». Et puis, finalement, on s'est aperçu qu'au bout de 2 ans, 80% des gens l'utilisent. Voilà. Petit détail, bon, on est dans des bureaux, etc., mais on voit un peu du bois apparaître, etc. On essaye d'éviter de créer des boîtes en carton, quoi. C'est-à-dire des bâtiments avec une belle façade, puis à l'intérieur, sans matière. Donc, on essaye de remettre un peu d'âme et de matière à l'intérieur des locaux, notamment de matière naturelle. Donc, ici, sur ce projet, une ergonome est intervenue pour nous aider à composer les lieux. Voilà, ça, vous pouvez continuer. Derrière, on voit une salle de réunion voilà, qui est très vitrée, tout est très largement très vitré, avec des baies en bois, des panneaux, vous évoquiez tout à l'heure, du lichen avec de l'absorption acoustique. Des sols sont des résines sans émission, évidemment, de solvants qu'on avait mis en place, qui sont des résines acoustiques. Donc, toujours ce souci de, oui, isoler, etc. Mais il y a aussi les petits pas, les petits bruits de pas, etc. Ce sont des résines souples qui avaient été mises en œuvre pour la première fois avec la complicité d'un groupe qui s'appelle MAPEI. Voilà. Vous voyez aussi que le bâtiment, il est très vitré. Je veux dire, l'énergie, bon, le bâtiment, il a l'énergie positive, etc. C'est un sujet, mais pour nous, le sujet numéro 1, c'est quand même, il y a des jardins autour, on a créé des jardins, c'est de voir dehors, de voir l'extérieur. Donc, on a vitré très largement. Les recommandations, il y a des thermiciens peut-être ici, mais les recommandations, généralement, on nous dit, allez, 15-16% de surface vitrée. Ben là, on est passé à 25%. Et puis, parce qu'on considère qu'il est plus important d'avoir de la lumière naturelle, d'avoir des vues extérieures, que de rentrer dans un cadre normatif qui ne satisfait pas, enfin, qui n'apporte pas de bonheur à l'usager. Et là, bon, ça ne nous a pas empêché d'avoir un bâtiment performant.
mais on l'a compensé par les petits tuyaux qu'on a vus précédemment. Voilà, donc ça, c'est à l'usage, forcément, on se reconnecte à la nature, on apporte de la lumière naturelle. Bon, je dis bien, on se reconnecte à la nature, le dedans-dehors, c'est un élément important. Si vous voulez bien continuer. Voilà, on est vraiment sur la pédagogie. Là, on voit Manon, que connaît peut-être Gabriel, qui fait une formation qualité de l'air aux artisans, qui n'avaient jamais entendu parler de qualité de l'air, pour aucun d'entre eux. Donc, du coup, ils ont été tous force de proposition. Il y a eu plein de petites innovations. Donc, c'est important. On parle avec les usagers, on parle avec les entreprises et on fait de la montée en compétences en permanence. C'est-à-dire que quand on a créé un lieu, on le fait visiter et on partage. Alors, il a été visité même par les gens de l'université de Shanghai. Voilà, donc c'est intéressant de partager au plus grand nombre aussi ces retours d'expérience. Et les usagers du bâtiment sont fiers de leur bâtiment. J'insiste, quand on rentre dans un bâtiment et qu'on est fier de son bâtiment, on n'a plus du tout le même conditionnement psychologique. Et puis les éco-gestes, on les pratique plus facilement. Les problématiques de qualité de l'air, on a, par exemple, quand on a commencé à impliquer les salariés dans le changement des filtres. Voilà, pour leur montrer comment changer les filtres et dans quel état étaient les filtres quand on les remplaçait. Parce que dire, ouais, il faut changer les filtres tous les 6 mois, les nettoyer, bon, ça, il y a une entreprise qui le fait, etc. Mais sortir les filtres, leur montrer et leur dire, vous voyez ce que vous respirez, ça conditionne des comportements. Petit détail que je n'ai pas noté là aussi, en exploitation, plutôt que créer des usines à gaz hyper high-tech, alors là, il y a un peu de tech, mais il y a aussi du low-tech, on a beaucoup de voyants. Les voyants, alors c'est très compliqué, la politique du voyant, c'est vert, orange, rouge. En gros, vert, tout va bien. Orange, j'ai ou trop d'humidité ou trop de CO2. Et rouge, il faut que j'ouvre la fenêtre. Voilà. Et toutes les fenêtres sont en oscillobattant. Donc, le petit voyant, le petit indicateur, bon, des fois, au bout de 5 ou 10 ans, ces trucs, là, ces capteurs, c'est plus ou moins fiable. Mais il n'empêche que le petit indicateur, il vous parle très, très vite. Et dans les salles de réunion, par exemple, ici, on ajoute juste un petit bouton à côté, un autre petit bouton pour faire un peu de surventilation ponctuelle quand le voyant est au rouge, plutôt qu'asservir les systèmes, faire des systèmes complexes. Si vous voulez bien passer. Toujours dans la notion de bonheur et de bien-être, et de confort et de santé. La reconnexion au vivant, au début, sur ce projet, il n'y avait pas une grosse adhésion. Aujourd'hui, c'est l'emballage général, quoi. Il y a un jardin en permaculture, ça crée du lien social, les gens vont bosser dans le jardin. Là, ils ont produit 2000 litres de bière, qui est excellente par ailleurs l'an dernier, qui était vendue au profit d'une association qui fait de la végétalisation en ville. Voilà. Donc, il se passe des choses dans la tête des gens et voilà, on éveille les consciences. J'ai bien aimé le mot que vous aviez donné dans les objectifs de VAD. Voilà. Juste, vous pouvez passer. Juste du coup, par rapport au jardin partagé, c'est aussi, il y a une animation qui est... Oui, évidemment. On forme les gens à la permaculture, c'est une bonne question. Et là, il y a une naturopathe qui va venir pour qu'on aille un peu plus loin dans l'alimentation. Voilà, donc on est vraiment en approche globale, dans la sensibilisation et ça traite 80% des mots, on va dire. Hein. Il y a une écoute ensuite des choses plus techniques sur la ventilation, sur la veille des températures, des consommations. C'est beaucoup plus simple derrière. Voilà, juste ce que je voulais dire par rapport au réseau, là, par rapport à l'entretien quand même, parce que c'est aussi le sujet. Sur les réseaux de ventilation, le gros sujet, c'est l'entretien des réseaux. Donc là, on le fait maintenant quand on commence les réhabilitations de bâtiments, les nettoyages de réseaux, etc. On fait désinfecter, enfin nettoyer les réseaux. Ça, c'est une catastrophe. Et la plupart des bâtiments, les réseaux, quand vous refaites vos réseaux de ventilation, enfin, veillez à ce qu'on puisse les entretenir derrière, parce que sincèrement, là, aujourd'hui, tout le monde tire la couverture en disant c'est pas moi, c'est l'autre, mais c'est un énorme problème quand même, les réseaux de ventilation. Je reviens aussi sur ce que vous avez dit sur la notion d'entretien. Bon, alors le choix des produits d'entretien, c'est une évidence pour tout le monde.
on ne va pas balancer des produits chimiques et des produits d'entretien, mais le nettoyage du vitrage. Je veux dire, au-delà du fait de voir à travers, c'est juste, ça apaise l'esprit. La transparence, c'est un peu comme l'eau, ça apaise l'esprit, ça calme, voilà. Et donc, entretenez vos lieux, faites en sorte qu'ils soient toujours propres et que, surtout, ils soient conçus pour être facilement nettoyés. Ouais, tous nos bâtiments, on les fait tester en test d'étanchéité à l'air et caméra thermique. Alors, test d'étanchéité à l'air, évidemment, on les fait test en cours de chantier, mais des caméras thermiques, des fois, on les repasse quelques années après pour voir s'il n'y a pas eu d'isolants qui ont bougé, etc. S'il n'y a pas des ponts thermiques, parce qu'un bâtiment, ça vieillit. Nous aussi, vous avez peut-être remarqué. Et donc, les bâtiments, ils ne sont pas figés. Donc, il faut absolument s'assurer qu'il n'y a pas eu de dégradation ou des modifications, des interventions a posteriori. Un petit coup de caméra thermique, ça ne coûte pas très cher et ça évite bien les moisissures. Voilà. Les moisissures, je laisserai à Claire-Sophie expliquer les désastres que ça peut provoquer. Voilà ce que je voulais dire. Oui, il y a un truc sur le choix des couleurs, des teintes, on a de la lumière en général, les murs blancs, les gens qui tapissent en mur blanc, etc. On a eu quand même dû intervenir dans des lieux où il y a des gens qui étaient face à un mur blanc, le soleil se reflétait dans un mur blanc, il y a eu des syncopes en face. On a eu deux cas dans un bâtiment, 2 personnes qui souffraient de l'indice de réflexion très élevé. C'était un patio avec un grand mur blanc et les postes de travail étaient en face. C'est une horreur. Donc, ce sont des choses qui sont aussi à prendre en considération dans la création d'un lieu ou l'amélioration d'un lieu ou l'entretien d'un lieu. Voilà. Je vais vite. Je passe rapidement sur un autre projet. Bon, on a beaucoup d'autres, mais ça, c'est les 2 qu'on a retenus aujourd'hui. On est sur une rénovation d'un bâtiment des années 60 qui a été, lui, labellisé NF tertiaire bâtiment rénové avec des performances associées. Donc, c'est un label qui est intéressant en réhabilitation. Ensuite, je vous parlerai un peu de ventilation, parce que ça, c'est important, avec notamment un échangeur à plaques. Et puis, pareil, comme sur tous nos projets, on monitore énormément pour s'assurer que ce qu'on a conçu fonctionne bien. Et puis, dans la même démarche, un accompagnement pédagogique, une présence avant, pendant et après. Voilà. Et puis, l'accessibilité qui va de soi. Donc, je vous laisse dérouler. Donc, voilà le bâtiment avant. Donc, ce qui nous préoccupait dans ce bâtiment sur la santé, donc toujours ce facteur lumière. Donc, parfois, quand on intervient, notamment comme ça va être le cas avec le décret tertiaire sur les bâtiments tertiaires, où vous allez devoir, pour beaucoup, intervenir sur les bâtiments à rénover, le décret tertiaire va nécessiter des travaux sur l'enveloppe importante. Donc, c'est aussi l'occasion de prendre en considération la qualité de la lumière naturelle, et notamment sur ces grands bâtiments très profonds, il va falloir aller chercher de la lumière pour pour créer des lieux agréables à vivre. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, sur ce bâtiment, on a doublé la surface vitrée. On le verra plus tard sur les photos, créé. Alors, pour les promoteurs, ça ne les fait pas rire. On a explosé une partie du bâtiment en partie centrale pour apporter de la lumière, pour apporter des espaces de lien social, pour que les gens puissent se rencontrer, échanger. Donc, voilà, toujours cette approche globale. On rend de santé, mais voilà. Sur la phase exploitation, donc on mesure, comme sur tous les projets, le taux de CO2. On met des seuils d'alerte et pour que les gens ouvrent les fenêtres. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On mesure, comme on est près de l'autoroute, mais enfin, on le fait un peu de partout, on mesure les particules fines. Et là, c'est intéressant de voir corrélation entre les pointes de trafic et la montée des niveaux de particules fines. Donc, vous le verrez, on ne monte jamais très, très haut. Et puis, comme le disait Claire-Sophie, alors nous, le binôme température-hygrométrie, il est important pour nous.
alors pour la santé, pour le bien-être des usagers, mais pas que, parce que on sait qu'il y a corrélation entre l'hygrométrie et je tourne mon thermostat pour monter de 1 degré. Plus l'air est humide, plus on a en hiver un ressenti de froid, plus on a tendance à tourner le thermostat. Et ce grand chiffre qui devient plus grand public aujourd'hui, 1 degré, 7%. Et si vous multipliez ça par le nombre de bâtiments, vous pouvez fermer quelques centrales nucléaires assez rapidement. Voilà, donc on ne décorrèle pas les enjeux énergétiques, les enjeux économiques, puisqu'on réduit les consommations d'énergie, on optimise aussi la performance de l'entreprise, si c'est une entreprise. Sur l'acoustique, on travaille beaucoup sur… là, en l'occurrence, on a le train à 20 mètres. Hein. Donc, ce qu'on voulait, ce n'est pas entendre le train. Donc, on a fait en sorte de ne pas entendre le train. Donc, quand le train passe, on ne l'entend pas. On a fait 2 ou 3 manifestations là-bas, dont certaines avec les élus. Et tout le monde était le dos aux fenêtres. Les trains sont passés. J'ai compté le nombre de trains qui sont passés. On ne les a pas entendus. Donc, ça a été… c'est un élément essentiel dans la réussite d'un lieu, c'est ce confort acoustique. Notamment, on parlait des bruits intérieurs, des bruits d'équipement, les ascenseurs, les photocopieurs, etc. Tout ce qui nous casse la tête, les bruits des groupes de CVC, mais les bruits extérieurs, les bruits urbains, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont parfois ponctuels. Là, je sors d'un bâtiment qu'on vient de réhabiliter, près du tram. Il y a le tram qui passe, il n'y a pas du tout de bruit, de temps en temps il y a le tram et ça monte un peu en puissance. Faire attention aux bruits ponctuels, parce que ça nous échappe un peu parfois. Voilà. Alors, confort thermique en toute saison. Alors, ce qui est la caractéristique de ce bâtiment, c'est un grand volume, un peu comme là, dans l'Est lyonnais, là où Eurexpo, où il fait froid, il fait chaud, etc. Là, on avait le même enjeu, mais sauf que là, il fait toujours bon. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Parce qu'on s'est focalisé non pas sur une étude thermique avec des besoins, on a raisonné usager et on a raisonné confort des usagers. On le verra un peu plus loin. Voilà, c'est un label qui est intéressant en bâtiment tertiaire, qui associe un BBC Rénovation avec quelques sites, qualité de l'air, qualité ambiance visuelle, acoustique, facilité d'entretien. Bon, c'est un label qui est un peu exigeant, mais qui reste assez accessible et qui est bien lorsqu'on envisage des travaux d'amélioration dans le secteur tertiaire. Confort et santé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, je vous montre des photos. Hein. Bon, c'est un bâtiment typique, amianté, etc. Alors, évidemment, on a retiré l'amiante, c'est pas terrible. Et puis surtout, on n'a pas hésité à perdre de la surface pour recréer de l'agrément, de l'attractivité du lieu. La lumière naturelle, le bien-être, les espaces sociaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est essentiel dans notre démarche. Voilà. Ensuite, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, on mesure tout. Et là, il y a un truc intéressant. On va y revenir. Donc, on a les particules fines, puis on voit, en fonction des pointes de circulation, des bouchons, on voit les courbes. On a les PM2,5 et les PM10. C'est celles qui vont le plus profondément dans notre système respiratoire ou au-delà. Et on arrive des fois à des seuils importants, mais sur des courtes périodes. Donc, sincèrement, la ventilation fonctionne plutôt bien. On est en ventilation double flux. Alors, ce qu'on constate avec les vents, alors là, c'est une petite vigilance, mais on est en train d'y remédier. On a peut-être trouvé des solutions. Avec les ventilations double flux et surtout la présence de beaucoup de chanvre dans nos bâtiments qui ont tendance à un peu absorber l'humidité. Le chanvre, c'est un matériau biosourcé, un isolant qui est systématiquement mis en œuvre sur tous nos projets. On a des taux d'hygrométrie qui sont peut-être un peu bas. Voilà, donc là, il n'y avait pas beaucoup de monde avec le Covid dans les locaux. Ça peut l'expliquer, mais on le voit quand même, chaque fois qu'on met du chanvre, et moi j'en ai chez moi, alors on assèche un peu l'air. Alors on va me dire, il y a le doublage, il y a la peinture, etc., il y a les freins à vapeur, mais il n'empêche que le chanvre a tendance à baisser l'hygrométrie. Alors ça peut être vertueux,
mais des fois, c'est un petit peu contraignant. Voilà, donc on peut continuer. On a, voilà, le chanvre, c'est ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas le produit, c'est un matériau vertueux, mais on s'y intéresse parce qu'il amène du confort d'été à nos usagers. Et puis ça, on a les ressentis, ça sent la paille, etc. Enfin, voilà, c'est une plante vertueuse qui enrichit les sols, toujours dans cette approche un peu globale. On ne choisit pas un matériau parce qu'il est bon pour la santé, il est bon pour les ouvriers sur le chantier qui peuvent faire la sieste dans l'isolant en chanvre, contrairement à si vous allez faire la sieste sur de la laine de verre, je vous garantis que vous n'allez pas sortir dans un indemne du truc. Là, ici, c'est génial. Sur le système de ventilation, en retour d'usager, ça marche super bien. On travaille sur des champs de pression. Au lieu de souffler de l'air sur des points localisés, on a des espèces de tuyaux perforés où ils ne sont pas perforés n'importe où, les tuyaux, micro-perforés, et on crée un champ de pression sur l'ensemble. Voilà. En gros, on ne chauffe pas le dessous du toit. C'est ce qui explique, ce qui permet de maintenir un certain confort dans les bâtiments de grand volume. Alors, voilà. Là, on a déjà sauté le sujet. Donc là, on est dans le local technique. Le local technique, on les blinde d'absorbants acoustiques. Toujours cette préoccupation du bruit et des bruits d'équipement. Quand les systèmes de les CTA se mettent en route, etc., ça fait du bruit. Là, on est extrêmement vigilant, à la fois pour les usagers, mais aussi pour les riverains, parce que là, on a des gens à quelques mètres en face. Donc, on crée des ouvertures, des ventelles acoustiques pour échanger l'air avec l'extérieur. Et on veille toujours dans la même démarche et on fait participer les usagers, on leur explique ce qu'on a fait sur des produits qui sont issus du réemploi. Là, c'est du recyclage de PVC, en l'occurrence, qui sont fabriqués dans l'Ain. On associe les gens à la démarche qualité de l'air, confort, santé, etc. Pour qu'il y ait vraiment, on ne vienne pas seulement au bureau le matin en passant son badge, mais qu'on vienne dans un lieu qu'on a co-construit et dont on a compris la conception. Voilà. Alors, évidemment, toujours pareil, on essaye de faire en sorte de rendre les lieux attractifs. Quand on peut remettre un peu de végétal, on remet un peu on revégétalise parce que là, on sait bien que on est beaucoup plus performant le matin. Notre système cognitif, il est beaucoup plus performant quand on traverse le parc de la Tête d'Or le matin que la presqu'île. Si vous faites des tests derrière, ils seront édifiants. Voilà, on sait que la nature va contribuer à nous apaiser, à notre bien-être. Donc, le petit clin d'œil sur la nature, même si le peu qu'on puisse implanter, il faut le faire. Voilà. Bon, après, voilà, sur les matériaux, là, on est sur des espaces de pause, on remet des enduits à la chaux pour leur côté un petit peu vertueux. Et puis, on essaye aussi de faire en sorte de jouer aussi. On joue beaucoup avec la signalétique pour créer un petit clin d'œil, parce que bon, les toilettes, c'est jamais un lieu très fun. Donc, on essaye toujours de raconter une petite histoire, parce que c'est un lieu de vie et il se passe des choses dans ces lieux de vie que parfois qu'on oublie d'intégrer dans les multi-préoccupations que constitue la création d'un espace de travail ou de vie. Voilà. Bon, on a conservé aussi beaucoup d'éléments. La hauteur en termes de qualité acoustique et de bien-être des usagers, la dimension de hauteur, nous on évite, alors pour plein de raisons, pour éviter de ramener de la matière, etc., mais on essaye de conserver le maximum de hauteur quand elle est disponible, quitte à se créer des contraintes pour le bien-être des gens qui vont vivre dans les lieux. La hauteur, c'est voilà, ces grands volumes aussi en termes d'acoustique, ils sont plutôt intéressants. Voilà, j'ai terminé. Hein. J'ai essayé d'aller au plus vite possible. Hein. Là, oui, merci beaucoup. J'ai chaud là, j'ai perdu 2 kilos. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience très intéressants. Donc voilà, on a un petit temps de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions par rapport donc à cette intervention, par rapport au guide, voilà, je vous invite à les poser, que ce soit, vous pouvez donc allumer vos caméras et
et prendre la parole. Je vais vous avoir tous en même temps. Hop là. Mais si jamais ça vous vient pas tout de suite, j'ai aussi prévu des questions à vous poser. Si éventuellement vous pouvez interagir dans le chat, s'il y a des sujets, quels sont les sujets rarement traités, voire jamais dans votre expérience par vous ou vos clients? Bon, voilà, ça m'intéressait de savoir s'il y avait des questions qui pour vous sont plus difficilement abordables ou Claire Sophie, tu veux répondre ou... Bah, vas-y, commence si tu veux. Moi, je trouve que jusqu'à présent, l'écoute n'existait pas, mais avec les événements des 2 dernières années, il y a une vraie sensibilité maintenant des usagers, des donneurs d'ordre. C'est nouveau, c'est émergent, mais c'est émergent, c'est exponentiel. Donc aujourd'hui, on peut aborder beaucoup plus de sujets, d'enjeux. Il y a une écoute qui est en train de se libérer, un intérêt. Donc, mais sinon, il est vrai que après, sur des PME, etc., ou dans les grands groupes, des fois, quand il y a des politiques de RSE, c'est plus simple. Mais dans les PME, qui sont quand même l'essentiel de nos clients, puisqu'on bosse sur des bâtiments de 0 à 5-6 000 mètres carrés, c'était pas trop un sujet. L'exemple de la qualité de l'air et de la santé, il fallait ramer pour expliquer qu'ils allaient gagner en production, en image, ou par rapport à leurs clients, par rapport à leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, on a les premiers indicateurs de mesure sur notamment la fidélisation des salariés, la facilité de recrutement. Moi, c'est les retours que j'ai chez KTR. C'est invraisemblable. Ils ont des retours de ce point de vue qui sont extrêmement intéressants. Et c'est vrai que c'était des sujets qui étaient compliqués à aborder avant avec les clients. Maintenant, c'est plus simple parce que faut amener du positif, tout ce qu'on va rentrer par le positif plutôt que par la peur, par la valeur ajoutée plutôt que par la peur. Et moi, si je peux compléter là sur... en fait, je trouve qu'aujourd'hui, l'exploitation commence à... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à l'exploitation et à ce qu'on peut faire sur les thématiques de santé. Mais comme toujours, on a toujours une réponse technique aux choses. C'est-à-dire qu'on apporte des équipements qui permettent de mesurer, on ne sait pas quoi faire de la donnée, on se rend compte qu'il y a des bâtiments là, qui ont des... je vois des collectivités qui ont instrumenté de partout et qui ont plein de données, mais qui ne savent pas comment l'exploiter. Et que finalement, j'ai l'impression qu'on passe à côté presque du vrai sujet, mais on s'intéresse peu en fait à ce que ressent réellement l'occupant. Et des choses toutes simples, par exemple, qu'on commence à intégrer un petit peu, c'est faire en sorte qu'au bout d'1 an, on fasse un retour d'expérience auprès des futurs occupants, parce que finalement, on construit pour les futurs occupants et peut-être que la finalité du bâtiment, c'est juste qu'ils se sentent bien à l'intérieur et en tout cas qu'ils expriment qu'ils se sentent bien. Et en 2011, j'avais publié un ouvrage sur la prise en compte de la santé dans les labels et certifications des bâtiments. Et en fait, dans beaucoup de pays dans le monde, il y a dans les certifications des questionnaires de satisfaction des occupants avec un certain pourcentage d'occupants qui doit être atteint. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on est prêt à mettre de la technique, mais qu'on a peur de demander aux gens s'ils sont contents du bâtiment dans lequel ils sont. Et ça, c'est simple à mettre en place. Et je pense que déjà, ça nous apprendrait beaucoup de choses avant de rentrer dans la technique. Est-ce que, aussi, je voulais juste demander si jamais les participants veulent réagir par rapport à ça aussi, à leur propre vécu. Oui, moi je veux bien réagir et poser une question. Je suis Christian Fleury de l'ASDER à Chambéry. Donc moi j'accompagne des communes dans leurs projets de rénovation. Bon, on n'est pas du tout sur le même type de bâtiment, puisqu'on est plus mairie, école.
hein, mais bon, moi, je trouve très intéressant le retour d'expérience qu'on a eu. Mais je voulais savoir, en fait, comment on fait entrer ces thématiques dans le projet. Est-ce que c'est le maître d'ouvrage qui met l'accent et au moment de la consultation, il met ça dans son cahier des charges? Est-ce que c'est vous, en tant que programmiste, qui arrivez à faire entrer ces sujets dans l'opération? Parce que, bon, moi, il m'est arrivé, lors d'une audition de maître d'œuvre, quand on leur parle de faire une réunion pour sensibiliser les usagers, il devient tout blanc et il se demande qu'est-ce qu'on lui demande, quoi. Donc, effectivement, c'est un sujet qui vient de plus en plus sur la table, mais de quelle façon il rentre dans vos projets? Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, si, je pense, j'ai essayé moi d'apporter. Nous, c'est assez nouveau, hein, la phase d'exploitation. Alors, pas sur l'histoire, mais en tout cas, assez nouveau qu'on vienne nous voir pour des concours dans lesquels on nous demande dès le début de prévoir à la fois l'accompagnement en phase conception, le contrôle du bâtiment à réception et une à deux années d'exploitation où on ne nous demande pas beaucoup de choses, mais par contre, de plus en plus dans les concours, on accompagne sur soit ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation des occupants, la réalisation d'ateliers. Et pourquoi est-ce qu'ils nous le demandent, hein? C'est pas qu'ils ont vraiment envie de le faire, c'est juste que dans le cahier des charges de la collectivité, c'est demandé. Et donc, pour moi, il faut que la collectivité, elle l'intègre, la collectivité ou l'aménageur l'intègre dans son cahier des charges pour qu'en fait, ça puisse s'intégrer dans les pratiques et devenir une habitude et pas une contrainte parce que c'est demandé dans le cahier des charges. Donc, c'est une impulsion aujourd'hui de la collectivité qui va jouer. Plus c'est tôt, plus c'est prévu. La question si c'est prévu tôt, il y a aussi la question économique, hein. Si c'est prévu tôt et que c'est intégré dans les charges, ça permet dans le coût global, la question, elle ne se pose plus à réception. Notre mission d'atelier de sensibilisation, elle est déjà prévue. Donc, il n'y a plus le sujet, le débat de savoir qui va le prendre en charge. Voilà, tout a été prévu dès le début et c'est quand même dans ce cadre-là que nous, on est le plus à l'aise aussi pour intervenir et faire des choses sympas. Question, mais je pense qu'encore une fois, nous on le fait, hein, les retours là, sur 2-3 ans, on continue, on le fait, les concertations en ligne, faire des doodles, ça prend 3 minutes, voilà, pas des doodles, des Google Forms. Donc ça on le fait, on a développé des outils pour le faire, c'est simple, parce que parfois il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'usagers, il faut consulter le plus grand nombre, donc il faut expertiser un peu la question, donc ça peut être fait que par des professionnels, c'est clairement. Et par contre, après, ce qui va stimuler la décision dans les collectivités, c'est vrai que la notion de confort et de santé, s'il n'y a pas un consultant qui porte le sujet auprès de la collectivité, ce n'est pas tellement intégré dans leur référentiel, hein. À part les grandes collectivités qui commencent à le faire, mais aujourd'hui, c'est quand même assez anecdotique dans des plus petites communes. Il faut vraiment exposer la valeur ajoutée de la démarche et en quoi j'ai intérêt à le faire. Parce que c'est toujours la même histoire. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Mais en quoi j'ai envie de le faire? Pourquoi je le ferais? Et ça, il y a des arguments pour ça. Donc, c'est développer des arguments. Mais je pense qu'il va falloir encore un peu de pédagogie et d'information. C'est sûr que la phase d'exploitation, elle est déterminante. Parce que, je veux dire, on peut concevoir les plus merveilleux bâtiments du monde. Si derrière, ils ne sont pas adaptés à l'usage, ou qu'il y a des dysfonctionnements, ou que les gens utilisent mal le lieu, c'est comme les outils. Si on ne sait pas les utiliser, ça ne marche pas, quoi. Donc, la phase d'exploitation, elle est déterminante. Elle est déterminante et elle nécessite, pour moi, en tout cas, un accompagnement si possible par les concepteurs et associé à des expertises comme les bureaux d'études spécialisés et un accompagnement pas sur un an, mais ni sur 2. Moi, on a vu avec le vieillissement aussi prématuré des équipements, voilà, au bout de 3 ans, c'est bien parce que vous savez, il y a pas mal d'équipements qui sont garantis 2 ans, qui tombent en rade, dont la performance diminue. Donc, avant les 2 ans, et puis une fois que ça a passé le cap critique de la garantie, c'est 3 ans.
Et l'élément, le juge, c'est le ressenti des usagers. C'est ce que, je veux dire, c'est l'élément clé. Moi, j'ai cessé de le répéter aujourd'hui. L'élément clé, c'est l'écoute. Et c'est ce que ressent Claire-Sophie aussi. Je pense qu'on le partage pleinement. C'est l'écoute et l'expertise des usagers. N'oublions pas qu'ils vivent dans ces lieux et qu'ils ont, même si c'est un bâtiment qui est réhabilité, que ces usagers ne connaissaient pas encore le lieu, au bout de 2 ou 3 ans, ils vont se l'approprier et ils vont vraiment pouvoir évaluer la pertinence des actions qui ont été entreprises. Et sur les bâtiments suivants, dans une collectivité, eh ben, on capitalise sur les expériences précédentes. Juste, je vais prendre une autre question, je suis désolée, on arrive au bout du temps. Allez-y, moi, on a une question dans le chat sur savoir comment a été pris en compte en amont le radon, la cueillite de la légionelle et l'amiante. Enfin, si je comprends bien la question, si Sandy Vacono, vous voulez être explicité. Je ne sais pas si j'ai bien... Ah non, c'est pas une question. Ah, c'est pas une question, d'accord. Je voulais savoir comment c'est pris en compte en amont. Ok. J'ai mal compris l'intervention. Excusez-moi. Et du coup, s'il y a une dernière question, c'est possible. Vous pouvez prendre la parole. Et aussi, j'avais éventuellement, si vous souhaitez réagir aux 2 autres questions directement dans le chat pour les participants sur facteurs clés permettant de favoriser le bien-être des occupants en phase d'exploitation. Enfin, là, on l'a quand même déjà pas mal abordé par rapport justement à l'écoute des usagers. Et dernière question sur une suggestion pour aider à la diffusion du guide. Si, voilà, donc on diffuse le guide aujourd'hui dans notre réseau, sur notre site internet, on va communiquer dessus sur les réseaux, etc. Mais si vous connaissez d'autres réseaux qui seraient intéressants, à qui il faudrait diffuser le guide, n'hésitez pas à nous en faire part aussi directement dans le chat, si vous le souhaitez. Si vous avez une idée. Et puis, en tout cas, nous, on va continuer la diffusion, en tout cas, communiquer dessus au maximum. Donc, on est arrivé au bout du temps, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci beaucoup à Marc Campesi et à Claire-Sophie Godvez d'être intervenus pour nous éclairer sur tous ces aspects de la santé et bien-être dans le bâtiment. Et donc, comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver tous les éléments sur notre site internet. Je vous transmettrai donc le lien vers le guide et puis vers la rediffusion du webinaire et les supports. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Très bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous.